Donc bonjour à celles et ceux que j'ai pas encore salués aujourd'hui. Je suis ravi d'être là ce matin pour vous présenter mes travaux donc, sur la mécanique du cœur et donc plus précisément sur la modélisation biomécanique du muscle cardiaque. Donc je précise pour que les choses soient claires, moi je travaille vraiment sur le muscle cardiaque lui-même qu'on appelle le myocarde, donc la partie solide si vous voulez, et pas directement sur les écoulements sanguins, la partie fluide. Donc le contexte général de mes travaux, c'est l'ingénierie biomédicale qui part d'une idée simple. C'est que donc, depuis des décennies maintenant, les ingénieurs utilisent de plus en plus d'outils de modélisation et de simulation en remplacement des campagnes expérimentales pour étudier et optimiser les systèmes qu'ils conçoivent. Eh bien, l'idée de l'ingénierie biomédicale, c'est de doter les médecins de ce même type d'outils, des outils de modélisation et de simulation qui sont objectifs, quantitatifs, pour les aider à mieux appréhender la complexité du vivant, pour les aider à mieux diagnostiquer, in fine, mieux traiter les patients. Alors, évidemment, l'idée n'est pas de remplacer les médecins par des ingénieurs, mais bien de travailler ensemble, médecins, scientifiques, ingénieurs, pour développer les outils de la médecine de demain. Alors, avant de rentrer dans le détail de mes travaux, je vais donner quelques éléments de contexte sur le cœur et les problématiques associées. Donc vous vous rappelez peut-être, le cœur est constitué de 4 chambres, les 2 oreillettes en haut et puis les 2 ventricules en bas. Depuis le XVIIe siècle, on sait que le cœur est en fait une simple pompe mécanique qui est responsable, dont le rôle c'est de faire circuler le sang dans le corps et dans les poumons, en battant de façon régulière, plusieurs milliards de fois au cours de la vie. Depuis le début du XXe siècle, on sait que cette pompe mécanique, en fait, elle est contrôlée par des signaux électrochimiques qui sont générés par le pacemaker naturel du cœur ici, qui viennent se propager dans les tissus et ordonner aux cellules de se contracter. Et je dirais que la troisième grande révolution dans notre compréhension du cœur a commencé dans les années 70 avec l'imagerie biomédicale in vivo. Là, je montre des images par résonance magnétique qui nous permettent de voir le cœur battre presque en direct, d'accord ? Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais là, c'est mon propre cœur là, que vous voyez battre. Et je pense que cette révolution-là, elle n'est pas encore terminée. Je pense que c'est vraiment grâce à la modélisation qu'on va pouvoir exploiter pleinement le potentiel des images. Je vais essayer de vous montrer ça un peu dans ma présentation. Alors, on s'intéresse au cœur, parce que c'est un problème intéressant, mais aussi et surtout parce que c'est un problème important. D'accord ? Il faut savoir que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité en Europe et dans le monde. Alors évidemment, on ne va pas soigner les patients à coup de modèles mathématiques, mais comme je vous dis, peut-être qu'on va pouvoir, grâce à la modélisation, améliorer le diagnostic et le traitement des patients. Voilà, j'en ai fini avec le contexte. Je vais maintenant présenter quelques résultats de recherche. Mes recherches s'articulent toujours autour de ce schéma-là, développer des modèles, les faire interagir avec des données pour engendrer des nouvelles connaissances et des outils pour le diagnostic et éventuellement l'optimisation de traitement. Alors je vais commencer par la modélisation elle-même et notamment la modélisation du battement cardiaque, donc à l'échelle de temps de la seconde. D'accord ? Alors quand vous voulez modéliser le comportement mécanique de quelque chose, il faut savoir de quoi cette chose est constituée. D'accord ? Et le myocarde a une structure ultra complexe avec beaucoup d'échelles caractéristiques très différentes. Évidemment, si on veut simuler le comportement de l'organe à cette échelle-là, on ne va pas pouvoir représenter les milliards de cellules qu'il y a dans le cœur et les milliards de fibres de collagène qui entourent les cellules et encore moins les milliards de molécules d'actine et de myosine qui constituent les cellules et qui engendrent la contraction. D'accord ? On va moyenner tout ça dans un modèle continu à l'échelle macroscopique mais qui contient l'essentiel de la physique microscopique. D'ailleurs, c'est là, on va dire, l'art du modélisateur. Donc, dans ce cadre-là, l'équipe Medisim, qui est une équipe commune entre l'IX et l'INRIA, dans laquelle j'effectue mes recherches, a développé depuis une dizaine d'années un modèle de cœur, de battement cardiaque. Donc vous voyez ici un modèle numérique d'un cœur qui bat. Et c'est, disons, l'un des modèles les plus fins sur le plan au niveau international. Et d'ailleurs, je peux dire du bien de ce modèle sans que ça soit un manque d'humilité, parce que en fait, l'essentiel de ces travaux ont été faits avant que j'arrive dans l'équipe. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est quand j'ai commencé à travailler sur le cœur il y a quelques années, j'ai découvert les travaux remarquables de cette équipe et ça a été une des motivations importantes, disons, pour rentrer en France et venir prendre ce poste à l'école polytechnique. Et donc, ma contribution personnelle à l'équipe, ça a été de complémenter un peu ces travaux de modélisation à l'échelle du battement cardiaque avec des travaux de modélisation à des échelles de temps plus grandes, d'accord ? Donc, on appelle ça croissance, remodelage. Parce que le cœur, comme tous les muscles, va s'adapter
à des changements de sollicitation. Donc des fois, cette adaptation, elle est physiologique. Typiquement, une femme enceinte, au cours de la grossesse, va voir son cœur croître légèrement et décroître lentement après les mois qui suivent l'accouchement. Mais évidemment, cette évolution peut être pathologique aussi. Typiquement, un patient qui a eu plusieurs infarctus, dont le cœur ne cesse de croître comme ça et finit par développer une insuffisance cardiaque. Et la question, c'est comment représenter ça. Alors, ce que vous voyez ici, c'est plus un cœur qui bat comme l'animation précédente, c'est l'évolution au cours du temps. Et là, on est sur des échelles de temps beaucoup plus grandes, disons à l'échelle de quelques mois. L'évolution au cours du temps de la configuration, on va dire, au repos du cœur, dans le cas ici d'une hypertension systémique et dans le cas ici d'une hypertension pulmonaire, donc, où on développe ici une hypertrophie du ventricule de gauche et une hypertrophie du ventricule de droite. Voilà, donc ça c'était des illustrations de la modélisation biomécanique et je vais vous montrer maintenant comment est-ce que j'utilise ce type de modèle pour essayer de donner des éléments de réponse à des questions un peu, on va dire, fondamentales sur la mécanique des tissus. Et un aspect important de la mécanique des tissus, c'est les contraintes résiduelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les contraintes résiduelles? C'est des contraintes internes qui existent dans les tissus en l'absence de tout chargement extérieur. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez déjà fait l'expérience sans le savoir. Typiquement, quand vous coupez une carotte en deux dans le sens de la longueur, après, vous ne pouvez pas recoller les morceaux comme vous pourriez le faire avec une céramique que vous auriez cassée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des contraintes résiduelles dans la carotte qui ont été libérées avec la découpe, et donc les deux bouts n'ont plus la même forme après la découpe qu'ils avaient avant la découpe. Et en fait, il y a des contraintes résiduelles dans tous les tissus vivants. Et la question, c'est d'où viennent ces contraintes résiduelles, qu'est-ce qui les a engendrées. Alors, pour caractériser les contraintes résiduelles, souvent on fait l'expérience de l'angle d'ouverture. Donc on a reproduit ici sur des tranches de ventricule de gauche de cochon fraîchement sacrifiés. On vient faire une petite entaille ici, et puis en quelques secondes, sans qu'on exerce le moindre effort, la tranche s'ouvre. Parce qu'elle libère, en libérant des contraintes résiduelles. Et donc, quelque chose d'intéressant par rapport aux contraintes résiduelles, c'est que la croissance dont j'ai parlé juste avant induit nécessairement des contraintes résiduelles dans les tissus. Et donc ce que j'ai montré ici, c'est que si je prends un ventricule de gauche, dans lequel j'induis des contraintes résiduelles par la croissance, vous voyez les contraintes ici en couleur, eh bien je peux reproduire l'expérience d'angle d'ouverture. Donc si je coupe une tranche ici dans le modèle et que je fais une entaille là, eh bien la tranche s'ouvre sans exercer le moindre effort. Donc finalement, avec ça, j'ai montré que les contraintes résiduelles, la croissance, pardon, c'est un bon candidat pour expliquer l'origine des contraintes résiduelles dans les tissus. Voilà, donc là j'ai fini avec la partie, on va dire, purement modélisation biomécanique, et je vais montrer un petit peu un autre exemple sur comment est-ce qu'on va faire interagir ces modèles avec des données, et notamment donc, un exemple sur le traitement d'images biomédicales, et notamment le recalage d'images. Donc je vous ai déjà montré des images par résonance magnétique. L'objectif ici, c'est de suivre de façon complètement automatique, en 3D, le mouvement du cœur au cours du battement. Donc, en gros, on veut suivre chaque point du cœur, sa position au cours du temps. Et c'est un problème qui est plus difficile que ce qu'il n'y paraît, notamment à cause de la faible qualité, on va dire, des images. Alors, ce que j'ai proposé ici, c'est une méthode où j'utilise la mécanique pour régulariser ce problème, c'est-à-dire pour dissocier en fait, dans les images le signal du bruit, en ne conservant que les déformations qui sont compatibles avec la mécanique. Donc là, vous voyez des modèles qui se déforment. Donc là, c'est deux ventricules, un ventricule de gauche, un ventricule de droite, en vue de dessus, puis là, c'est juste un ventricule de gauche. Vous voyez les modèles donc, qui se déforment en suivant les images, et c'est une sorte de façon de mesurer, pour un patient donné, les déformations en tout point du cœur au cours du cycle cardiaque. Voilà, donc on a parlé de modèles, on a parlé de données. Maintenant, je vais montrer comment est-ce qu'on peut combiner, disons, modèles et données pour développer des outils donc, de diagnostic et d'optimisation de traitement. L'idée ici, c'est d'adapter les paramètres du modèle, le modèle générique dont j'ai parlé précédemment, adapter ces paramètres, estimer ces paramètres à partir de données spécifiques à un patient pour fabriquer un modèle personnalisé du cœur du patient et personnalisé non seulement du point de vue de la forme, mais aussi et surtout du point de vue des propriétés mécaniques. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait d'abord sur une cohorte d'humains sains pour avoir des propriétés mécaniques de référence du myocarde. Là, je me permets une petite digression. Dassault Systèmes, qui édite, disons, un logiciel de simulation mécanique les plus répandus dans l'industrie, commercialise depuis 1 an un modèle de cœur assez similaire à celui qui est développé donc, depuis une dizaine d'années dans l'équipe Medisim.
Et voilà, je suis assez fier parce que ce modèle-là utilise les propriétés mécaniques que j'ai dérivées dans cet article ici. Voilà, pour revenir à des aspects un peu plus diagnostiques, ici j'ai montré comment on pouvait combiner plusieurs types d'images par résonance magnétique pour un patient donné pour calculer une carte ici dans le ventricule, donc de façon encore une fois complètement automatique, de la perte de contractilité induite par un infarctus. Donc ça c'est un outil objectif, quantitatif de diagnostic. Voilà, je termine ma présentation sur deux exemples d'utilisation de ces modèles, d'utilisation potentielle, on va dire, de ces modèles personnalisés pour optimiser des traitements. Là, c'est des chirurgiens qui avaient mis en place une méthode qui consiste à injecter du biopolymère dans des parois ventriculaires endommagées. Et ils avaient besoin d'aide pour déterminer, disons, le bon pattern d'injection, la taille des injections, l'espacement, le nombre, etc. Donc là, on a montré comment on pourrait utiliser des modèles personnalisés pour optimiser pour un patient donné le pattern d'injection pour, par exemple, normaliser les contraintes dans la paroi ventriculaire. Voilà, je termine avec un dernier exemple sur l'annuloplastie, qui consiste à venir renforcer un anneau fibreux d'une valve endommagée, par un anneau synthétique. Et évidemment, la question, c'est quelle est la forme de l'anneau. Là encore, on pourrait utiliser des modèles personnalisés pour déterminer, donc pour un patient donné, la forme optimale de l'anneau qui permettent par exemple de minimiser la fuite de la valve sans induire trop de surcontrainte dans les tissus. Voilà, donc avec cet exemple, je termine ma présentation. Je voulais simplement remercier, disons, les institutions et les personnes qui me soutiennent dans ces recherches, donc avec évidemment l'IX, et puis les collègues en France et à l'étranger. Et surtout, les collaborations cliniques, parce que si je peux vous parler de ces exemples d'applications potentielles de ces travaux, c'est aussi parce qu'on travaille avec des équipes médicales qui croient en la modélisation, qui nous proposent leurs problématiques, avec qui on collabore malgré les différences culturelles, ça c'est vraiment important. Et dans l'équipe Medicim, on a aussi la chance d'avoir des médecins directement avec nous qui travaillent pour introduire, disons, la modélisation dans leur pratique clinique. Et ça, c'est vraiment la plus grande des satisfactions. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.